J'espère inspirer d'autres personnes, pour leur réussite. J'ai continué comme ça à être salarié, de façon plus ou moins durable jusqu'en 2017. J'ai quitté définitivement le salariat. J'ai créé une formation, dans l'automatisation. Si vous avez des idées, des envies, des passions, foncez, testez, foncez, testez. Salut à tous, aujourd'hui on reçoit Michael Buxton qui travaille sur le web. Bienvenue à toi. Et si tu peux te présenter brièvement du coup pour commencer cette interview. Eh ben, merci à vous pour l'invitation, en tout cas. Donc oui, je m'appelle Mickaël, je suis, sur Orléans, dans le Loiret, en France donc. J'ai 46 ans et je travaille sur le web depuis à peu près, 25 ans. D'accord. OK, OK, très bien et bah, du coup, on fait toujours la même ordre chronologique dans l'émission, donc on va commencer par l'enfance et est-ce que tu aurais un souvenir de toi déjà pour, bah, de ton enfance qui a joué vraiment un rôle important dans la personne que tu es devenue, maintenant? Par rapport, au métier que je fais ou la personnalité que j'ai aujourd'hui? Ou les 2. Bah, l'un ou l'autre, peu importe, mais c'est quand même lié à l'entrepreneuriat, mais je te laisse, libre à toi de nous dire ce que tu préfères. Eh ben, vis-à-vis de l'entrepreneuriat, si, de ce que je fais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis dans l'édition de sites, le SEO et d'autres domaines annexes liés à cela. Mais en gros, depuis, voilà, depuis maintenant 1996, je crée des sites internet et en fait, à l'époque, disons que les CMS, WordPress, PrestaShop, Shopify, enfin, ça n'existait pas. Donc pour faire des sites, vraiment sympas, dynamiques, il fallait, apprendre à programmer. Donc en l'occurrence PHP, moi j'ai commencé avec PHP, MySQL et ça, c'est parti de mon enfance. Je devais avoir à peu près, 8-9 ans. J'ai un grand frère qui avait eu un Amstrad CPC 464 à Noël. Donc les plus anciens, ça leur parlera, les autres pas du tout. C'est une relique. Mais c'était un ordinateur avec un lecteur de cassette audio. Pareil, cassette audio, hein, ça parlera qu'aux anciens. Et il y avait un livre avec, un manuel, mais énorme, hein, une bible, hein, une encyclopédie. Et dedans, au-delà d'apprendre à se servir de l'ordinateur, il y avait surtout en fait plein de programmes en basique, en langage basique, que l'on pouvait écrire sur l'ordinateur et ça faisait des choses, ça animait, ça faisait des mini-jeux. Et j'avais trouvé ça génial. Donc j'avais 8-9 ans. Et voilà, c'était mon tout premier pas vraiment dans ce que je fais aujourd'hui à titre professionnel. OK, OK et ouais, d'accord et après donc, tu as commencé donc à développer à 9 ans, c'est ça donc du coup? Disons que non, non, je peux pas dire que j'ai commencé à développer à 9 ans. Je faisais du copier-coller à l'époque. J'avais le livre sous les yeux avec le programme et je le recopiais sur l'Amstrad. Donc, c'était, on va dire, c'était un premier début d'apprentissage, certes, parce que mine de rien, on comprend la logique et voilà, la logique, je la comprenais, je savais ce que je faisais au bout de quelques programmes. Mais disons que ça, c'était vraiment ouais, entre 8 et 11-12 ans, je pense. Et puis après, je suis revenu beaucoup plus tard, quand vraiment j'ai commencé à faire des sites web en 96. Donc, c'est-à-dire, quand j'avais 18-19 ans, dans ces eaux-là. Donc voilà, vers 8-10 ans, j'ai commencé à découvrir la programmation en basique avec ce que je viens de vous expliquer. Mais après, voilà, il s'est passé des années et j'y suis revenu plus tard, vers 18-19 ans. Ok, ouais. Et t'étais quel genre de personne du coup au lycée? Le lycée, tout se passait bien. J'étais plutôt, enfin, j'ai toujours été plutôt le gars timide, réservé, qui pouvait se cacher dans un trou s'il pouvait. Heu, le lycée, ça allait, mais jusqu'au lycée, c'était, harcèlement, raquettes, violence. J'étais la tête de turc, la victime, par excellence. Victime de moqueries, de violences, voilà, de tout ça. Donc, entre guillemets, une sorte de cliché qu'on entend des fois encore aujourd'hui, mais ça, je l'ai vécu, durant toute ma scolarité, de la primaire, jusqu'au lycée et au lycée, ça s'est arrêté. Hem, donc, Est-ce que oui, pardon? ouais, excuse-moi, est-ce que tu t'en es servi pour te battre par rapport à tes projets, ce passé douloureux? Bah, c'est difficile d'avoir une réponse franche, là-dessus, mais je pense que oui. Si je faisais une analyse avec un psychologue, peut-être Ouais. que oui, ça confirmerait ça, mais je pense qu'effectivement, bah, ça m'a construit.
une personnalité qui aurait été totalement différente si je n'avais pas subi tout ça, c'est certain. Et mine de rien, le fait est que déjà que j'étais un solitaire renfermé sur lui-même et timide à l'extrême, maladif même, ça m'a pas du tout aidé. Mais quelque part, je me réfugiais dans les jeux vidéo et dans les programmes avec voilà, l'ordinateur, dans l'informatique, on va dire en général, et les jeux vidéo. Je me renfermais là-dedans, donc je pense que je m'y suis plus concentré que peut-être je l'aurais fait si je n'avais pas eu ces situations-là. Ouais, donc ça a dû avoir un impact quand même, je pense. Et ce qu'il faut Je rappeler pense. pour nos auditeurs, moi je suis plus jeune que toi, mais je l'ai quand même aussi vécu, c'est que c'était pas très tendance d'être un peu geek. Maintenant, je trouve quand même c'est quand même tendance avec YouTube, les streamers, les joueurs pro par exemple. C'est quand même devenu tout l'inverse maintenant et il faut le rappeler, je pense. C'est ça, il faut replacer en fait l'histoire dans le contexte, c'est-à-dire que moi, je vous parle d'une époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'ordinateur, comme on a aujourd'hui. C'était des gens comme moi, c'était très 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 atypique. Même les jeux vidéo, c'était les balbutiements. On n'était même pas encore à l'ère de la NES. Voilà, c'était des premières Nintendo. On est bien bien loin de tout ça. Donc effectivement, je faisais partie un peu des gens bizarres. C'est ça, des geeks. Le terme n'existait pas à l'époque, mais voilà, j'étais un geek dans un monde qui ne comprenait pas du tout les geeks. Donc oui, Ouais, c'était un peu compliqué. ouais, je comprends parce que déjà moi je l'ai un peu vécu alors que je suis plus jeune, donc j'imagine 10 ans en arrière, parce que j'ai à peu près 10 ans de moins que toi, ça devait vraiment être quelque chose de dur, je pense. Ouais, ouais, c'était compliqué, mais bon, mine de rien, moi je trouve que je m'en suis très bien sorti par rapport à d'autres qui ont vécu ça. Et voilà, parce que j'avais mine de rien, je pense, une forme de ténacité, de persévérance dans ce que j'avais, dans mes passions, dans ce que j'avais envie de faire. Et puis j'étais quand même bien entouré. Voilà, j'ai ma maman qui a toujours été présente, qui est la meilleure maman du monde, comme tout le monde pourrait le dire, peut-être. Mon grand frère qui m'a aussi soutenu, voilà. Enfin, en gros, des fois, pour tout te dire, c'est lui qui venait remettre d'aplomb certains grands qui m'emmerdaient, quoi. J'étais Ah oui. obligé des fois de faire appel à mon frère parce que vraiment ça pouvait partir, ça risquait d'aller très très loin et j'aurais pu très mal finir, quoi. Donc heureusement que voilà, j'avais cet entourage-là pour me soutenir. Ah bah, ouais, ça a dû bien t'aider. Pour revenir du coup à cette période, donc le lycée se passe, et est-ce que là tu commences à te dire, et peut-être plus tard je vais être entrepreneur, ou tu commences à avoir des rêves ou des ambitions? En fait, non, pas du tout, pas du tout. Mais à cette époque-là, quand j'étais au lycée, j'étais passionné par la musique qui faisait un carton à l'époque. C'était l'Eurodance, des groupes, ça parlera aux plus anciens, mais comme Two Unlimited, Masterboy, Ace of Base. Enfin, il y avait pendant cette décennie 90, c'était un raz-de-marée, et moi j'étais hyper fan. J'apprenais les paroles par cœur, etc. Et j'avais eu l'envie de monter mon propre groupe, donc comme eux, mais en chantant en anglais. Et donc j'ai monté un groupe qui a bien marché parce que pendant plus de 2 ans, on a tourné dans plein de discothèques en France. J'avais 18 ans, hein, 18-19 ans. Et c'est là où je me suis dit, tiens, Internet commence à arriver. Mon côté geek, forcément, ça l'intéresse beaucoup, Internet. Et je me suis dit, ça serait peut-être pas mal d'essayer de faire un site Internet pour le groupe. Et c'est là où, avec Word 97, j'ai fait un site web. C'était mon tout premier site web, mais c'était vraiment par plaisir. Mais sauf que ça m'a tellement plu que je me suis dit, je vais attendre de voir, peut-être que j'en referai d'autres. Et j'ai commencé à en faire d'autres un petit peu plus tard, à la fin des années 90. Et puis, début 2000, enfin dans ces eaux-là à peu près, les régies publicitaires comme Google AdSense sont arrivées. Puis j'ai commencé à gagner 10 euros par mois, 50, 100, 500. Enfin, à cette époque-là, à l'âge que j'avais, c'était quand même extraordinaire. Donc, en fait, j'ai commencé à mettre un pied vraiment dans le web par hasard, par plaisir, parce que voilà, je voulais faire un site web pour mon groupe. Et puis finalement, en même temps, j'ai senti le filon à ce moment-là et je l'ai exploité un petit peu plus tard. OK. Et pour le kiff, toi, tu chantais dans le groupe de musique? C'est ça? Ouais, j'écrivais les paroles et je chantais. Enfin, je chantais. À l'époque, ces types de groupes, il y avait un modèle qu'on retrouvait quasiment partout, c'est-à-dire que tu avais une chanteuse qui faisait les refrains et tu avais un mec qui rappait les couplets.
Ouais. Donc, j'étais le rappeur, voilà. OK, ouais. En anglais, voilà, j'écrivais les paroles. J'avais un ami qui avait tout le matériel pour faire la musique et on avait une chanteuse, des danseuses, voilà, c'était ça. OK, ouais. Ah, c'est grave intéressant. Ouais, c'est marrant parce que nous 2 avec Antoine, on faisait un peu des instrus et tout avant et ouais, Antoine, il en a fait énormément aussi donc ouais, ça lui parlera. Ouais, Oui. complètement. Du coup, après ça, donc c'est là, à partir de là que tu as découvert, la création de sites. Entre-temps, tu avais trouvé un job ou tu avais des études? En fait, moi, j'ai fini mes études avec un BTS électronique en poche en 1998. Donc, c'était juste après avoir créé mon site pour mon groupe, mais c'était avant de créer mes vrais premiers sites pour exploiter le filon que j'avais détecté. Et à cette époque-là, sorti des études, j'enchaînais des boulots en intérim. Et après, j'ai rapidement décroché un CDI chez Monsieur Bricolage, au service OK. informatique où on gérait le parc de tous les magasins. Et c'était mon premier pas vraiment dans l'informatique parce que moi, j'avais un BTS électronique, sauf que c'est l'informatique qui me passionnait, mais pas de diplôme, pas d'études, pas d'expérience. Mais il y a des entreprises comme ça qui m'avaient donné malgré tout ma chance. Et c'était génial. Donc, j'oscillais, voilà, entre des petits boulots, des boulots un peu plus conséquents. Et en fait, j'ai continué comme ça à être salarié de façon plus ou moins durable jusqu'en 2017. Mais en parallèle, depuis le début des années 2000, j'ai toujours eu cette casquette web et j'ai créé des sites. Je les ai fait vivre, j'en ai créé plusieurs avec les années qui m'ont rapporté de l'argent, certains pas mal, d'autres vraiment beaucoup. Mais j'ai toujours eu ces deux voies en parallèle. J'ai toujours été salarié d'un côté et entrepreneur de l'autre. Et je me suis vraiment, comment dire, déclaré quand les revenus commençaient à être intéressants en 2005. En 2005, c'est l'année où j'ai officialisé avec un SIRET mon entreprise. Donc ça fait bientôt 20 ans en fait que je l'ai créé. Mais D'accord. jusqu'en 2017, j'étais vraiment toujours salarié à temps plein en parallèle. Et depuis 2017, j'ai quitté le monde du salariat et je suis 100% à mon compte maintenant. D'accord, d'accord. Et pourquoi du coup tu as fait le choix d'être, à la fois salarié et de faire tes projets à côté? Disons que c'était un confort quand même financier, parce que de là à me dégager un salaire suffisamment confortable avec le web, j'en étais pas arrivé là encore jusqu'en 2006-7. Et OK, OK. ça a commencé vraiment à décoller vers 2008-2009. En gros, là, je commençais à toucher, j'ai plus les chiffres en tête exacts, mais ça devait être dans les 4-5 000 euros par mois de revenus publicitaires. Parce que j'avais des sites qui cartonnaient, ça faisait des millions de visiteurs par mois, et c'était avant la crise de 2008, c'était une époque, c'était un peu comment dire, l'âge d'or des régies publicitaires, et ça payait très très bien. Par rapport à aujourd'hui, je pense que je gagnerais peut-être 5 fois moins ou minimum, parce que comment dire, le CPM, enfin les notions comme ça, les métriques comme ça, ont beaucoup diminué par rapport à ces époques-là. Oui et en plus 5 000 € il y a 15 ans, ça devait être autre chose, je pense que maintenant avec le pouvoir Pouvoir d'achat. d'achat, ouais. Exactement. Donc si tu veux, pendant longtemps, j'étais content d'être salarié parce que j'avais mon salaire qui tombait tous les mois, c'était super. Et puis c'était dans un boulot qui me plaisait, parce que j'ai travaillé pendant 11 ans dans une agence web en tant que responsable SEO, du service SEO. J'ai fait un peu de tout, intégrateur, graphiste, développeur, et rapidement on m'a mis, parce qu'en SEO je cartonnais avec mes propres sites, et du coup j'ai fait cartonner les sites de l'agence avec mes compétences de l'époque. Mais malgré tout, voilà, en parallèle avec mes sites à moi, je gagnais 2 à 3 fois plus que mon salaire. Donc si tu veux, je continuais à être salarié pas parce que le boulot était pas déplaisant. Les patrons étaient cool, vraiment, c'était des patrons en or. Je m'étais fait des amis. Donc puis j'étais plus jeune, voilà, c'était un peu l'esprit start-up sans être une start-up, donc c'était cool quand même. Donc je voulais pas forcément mettre de côté, j'avais pas forcément besoin de quitter ce job de salarié, voilà, pour me lancer à 100% à cette époque-là indépendant. Non, non, pour ces différentes raisons-là, je préférais continuer. Ouais, en plus, je suppose juste que tu dis que tu avais, je pense, une bonne équipe, il y avait une bonne entente en plus de ça, donc tu avais pas de raison en fait de partir. Exactement. Tu vois, donc j'ai quitté cette entreprise en 2017, mais j'ai des amis maintenant, j'en ai trois quatre que je garde de cette époque-là et qui font partie de mes meilleurs amis aujourd'hui. Donc,
voilà, c'est pour ça. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'ont fait partir de cette boîte en 2017, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, bah, chacun de mes amis est parti ailleurs, dans d'autres boîtes. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvé bah, tout seul. J'avais plus mes potes, j'avais plus. Puis bah, le boulot était moins intéressant, ça devenait. Je suis arrivé, c'était une boîte, on était 12-13. Quand je suis parti, on était 150-200. Donc c'était pas du tout le même délire en fait en termes d'état d'esprit. Et voilà, donc ça, plus ça, plus ça, plus des opportunités que je commençais à avoir. On me proposait des choses, de rejoindre des aventures en tant qu'indépendant. Voilà, voilà, il y a eu des planètes qui se sont alignées en 2017 qui ont fait que voilà, j'ai quitté définitivement le salariat. D'accord, d'accord. Et toute cette période, donc tu as fait énormément de choses. Donc tu dis que tu faisais pas mal de SEO, tu as fait un petit peu de tâches de design, de graphisme. Ouais. Tu te formais comment du coup à cette époque? Parce qu'il y avait quand même, bah, je suis pas sûr qu'il y avait YouTube, je sais pas de quand ça date, mais il y avait pas beaucoup, il y avait moins de choses sur YouTube, même si ça existait. Donc tu t'es formé comment dans l'agence, à des différents travails? Bah, je crois que YouTube, c'est 2006. Donc, non, franchement, il y avait rien. Bah, de toute façon, moi, comme je te disais, j'ai commencé fin 90, début 2000, et j'ai commencé avec du. Au début, c'était des sites statiques, HTML pur. Donc, déjà, ça, à l'époque, les ressources pour apprendre ça, bah, sur Internet. Moi, bah, je m'étais acheté des livres, il me semble, à l'époque, pas beaucoup, parce que c'est pareil, il n'y avait pas non plus une documentation au folle. Donc, un ou deux livres peut-être, et puis sur Internet, on commençait à trouver des exemples de choses pour apprendre, mais c'était vraiment, tu sais, très très light. Donc j'ai appris, bah, je suis 100% autodidacte dans le métier du web, donc j'ai appris comme je pouvais. Donc ça a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'irai beaucoup plus vite avec toutes les ressources qu'il y a. Et il y a même des filières, des études. Allez, à mon époque, il y avait DUT informatique, mais c'était pour mettre les mains dans un ordinateur, rien à voir. Il n'y avait pas d'études, il n'y avait pas de formation, donc je grappillais comme je pouvais. Et quand je suis arrivé dans cette boîte en 2006, bah, en fait, c'est mes propres sites qui m'ont servi de carte de visite. Donc, et comme mes propres sites, j'avais tout fait de A à Z. C'est-à-dire aussi bien le design que le développement en PHP avec MySQL, que l'intégration HTML, CSS. Donc, voilà, je suis un touche à tout. Et donc, ce qui m'a permis bah, de toucher à tout dans cette boîte. Après, je t'avoue, je suis plus ou moins bon selon les secteurs, hein. Le graphisme, par exemple, c'est le secteur où je suis le moins bon. J'ai fait du graphisme forcé et contraint, mais c'est pas mon truc. Donc rapidement, je suis passé à autre chose et voilà, je me suis plus spécialisé. Et mon domaine vraiment d'expert, enfin mes deux domaines d'expertise principaux, c'est vraiment la création de l'édition de site et le SEO. OK. Et donc, actuellement, tu as quel projet en cours? Bah là, le projet que j'ai en cours, c'est développer de façon vraiment plus poussée les revenus passifs. C'est un peu ce que tout le monde rêve de faire, hein, surtout à notre époque. Mais Bien sûr. et j'en ai déjà, j'y arrive déjà pas mal parce que déjà à l'époque, ce que je te disais tout à l'heure, les revenus pub, 4 000 à 5 000 € par mois, c'était du revenu passif. C'est de la voilà, il y avait de la visi mes sites avaient de la visibilité, j'avais pas besoin de travailler beaucoup dessus et ça tombait tout seul. Donc ça, cette époque est révolue. Enfin, en même temps, j'ai fait des exits sympas parce que il y a des sites que j'ai vendus à 6 chiffres. Donc, Ah oui. c'était pas mal. Là, depuis, bah, je travaille comme ça sur le projet de développer les revenus passifs. Donc aujourd'hui, on va dire, j'ai deux casquettes principales. Je suis freelance pour des clients et je continue, moi, à développer mes propres sites et à exploiter, on va dire, toutes les formes de monétisation passive possibles entre bah, les formations. J'ai créé une formation dans l'automatisation il y a pas loin d'un an maintenant, spécialisée avec un logiciel qui s'appelle Automa. Donc, bon, bah, une fois que la vidéo, vu que c'est 100% e-learning, une fois que la formation est faite, il n'y a pas beaucoup de travail derrière, donc c'est du revenu passif. Bah, des revenus pubs toujours, sur des sites qui marchent toujours très bien, des revenus pubs, de la vente de liens pardon, sponsorisés aussi, ça marche très très bien. Donc voilà, et c'est tout ça que j'essaie de pousser de plus en plus pour avoir de moins en moins le côté client, revenu actif à gérer. Même si voilà, ça reste la base quand même sûre, mais le projet, on va dire que j'ai, c'est ça. Désolé, j'étais un peu long, mais voilà, c'est Non, ça. non, non, c'est avec plaisir qu'on t'écoute. Et moi, la question que je me pose, vu que tu automatises pas mal de choses, je suppose, vu qu'en plus tu as une formation avec Automa, c'est à peu près combien de sites actuellement? Après, si tu veux pas donner de chiffres, il n'y a pas de problème, mais peut-être une fourchette en fonction de ce que tu as envie de répondre. Non, bah, par rapport à d'autres, j'en ai pas énormément, mais là aujourd'hui, j'en ai à peu près un petit peu moins d'une centaine.
Ah oui, ça commence à être pas mal. Moi, par exemple, ça me fait ouais, je trouve ça déjà bien. Après, il y a toujours plus et il y a toujours moins dans l'équilibre. Bah, disons que, avoir, 10 000 sites, ça peut être bien aussi, mais s'ils marchent tous, c'est bien. Après, s'ils marchent pas tous, c'est là où il faut peut-être raisonner différemment. Là, moi, l'idée, c'est que j'ai travaillé, sur des «modèles» entre guillemets, pour la vente de liens sponsorisés, pour la publicité. Trouver des façons de développer, une audience, de développer facilement le SEO, d'avoir des bonnes positions pour, capitaliser sur les revenus pub d'un côté, les liens sponsorisés de l'autre et j'ai réussi à trouver des modèles de sites qui fonctionnaient pas mal. Donc, j'ai commencé à les dupliquer, à scaler un peu tout ça. Mais là, l'idée, c'est de continuer à faire ça parce que j'ai récupéré j'ai plein de noms de domaine expirés sous le coude. Je continue à en récupérer plein parce que, hormis mes sites historiques que moi j'avais créés il y a 20 ans, qui existent toujours, ils ont une super force de par leur ancienneté. Maintenant, lancer un site sur un nom de domaine neuf, ouais, franchement, j'ai fait les deux, hein. J'ai testé des sites sur des noms de domaine expirés et des noms de domaine neufs. J'arrête les noms de domaine neufs, hein. Si OK. les expis, si on les qualifie un minimum avec quelques règles de logique, ça part beaucoup mieux, ça n'a rien à voir. Donc là, l'idée, c'est ça, c'est de continuer à acquérir des domaines expirés selon mes propres critères qui me conviennent pour correspondre au modèle que j'évoquais et bah, déployer comme ça, avec les outils, avec Automa, par exemple, des sites à grande échelle. Moi, c'est ce que j'ai fait. Bah, un exemple concret, j'avais commencé à tester ça il y a un petit peu moins de 2 ans, pour la vente de liens avec Next Level. Bon, qui a subi ce qui s'est passé et c'est Oui, reparti malheureusement pour là-dessus. les Voilà. malheureusement pour les personnes qui vendaient dessus, ouais, mais bon, c'est Voilà. l'histoire. Mais disons que moi, j'en ai bien profité. J'en ai bien profité, donc c'était cool. Et puis j'ai retiré mon argent à temps, donc tant mieux. Euh, j'ai eu du bol. Mais bref, voilà, j'avais testé comme ça des gabarits, des modèles de sites avec différents thèmes, différentes optimisations SEO, etc., pour voir un petit peu ce qu'ils pouvaient prendre et plaire à des plateformes comme Next Level. Et j'ai trouvé des modèles qui marchaient bien. Je les ai avec Automa. Je m'étais fait mon propre script il y a pas loin de 2 ans maintenant. Et j'en ai fait bah, automatiquement avec un Google Sheet. Je te sortais 20 ou 30 sites automatiquement tous les jours avec des noms différents, des couleurs, des thèmes différents, des contenus différents. Voilà, pas des clones purs et durs. Chaque site était différent. Oui, oui, bien Mais, sûr. mais si tu veux, j'avais créé vraiment des bases WordPress toutes faites, toutes optimisées. Et j'avais plus qu'à les cloner et après les personnaliser. Et ça, je le faisais avec Automa. Et j'ai créé comme ça, bah, en quelques mois, j'ai commencé à tester 30-40 sites et forcé de constater que bah, j'ai vendu sur beaucoup, beaucoup de sites. Et ouais, en gros, en quelques mois, la vente de liens sponsorisés, j'étais à 500 euros parce que je m'en occupais pas vraiment. Voilà, je laissais couler. Et puis quand vraiment j'ai mis le nez dedans, j'ai commencé à faire ce que je viens d'expliquer, bah, je suis passé à 10 000 euros Ah oui. en quelques mois. Donc, ouais, là, j'avais trouvé effectivement la bonne méthodologie et j'ai continué à l'exploiter. Bon, maintenant, c'est différent. Mais entre-temps, voilà, j'ai trouvé d'autres modèles qui fonctionnaient bien avec d'autres plateformes. Et avec des outils comme Automa, on peut scaler très facilement et c'est hyper pratique. Ouais, bah, oui. Et tout à l'heure, tu parlais d'expirer. C'était très intéressant ce que tu disais, que tu conseillais pas de partir sur un nom de domaine neuf, mais par exemple, quelqu'un qui a un budget, on va dire, je sais pas, entre 30 et 100 euros par nom de domaine, est-ce que tu lui conseilles la même chose? Ah, ouais, oui, et je vais te donner des chiffres. C'est pas tous les sites que j'ai lancés qui fonctionnent. Oui, je sais, mais toi, si t'en Et as fait pas mal, tu as dû voir des patterns, je pense. voilà, exactement. C'est vraiment des patterns que j'ai pu identifier et trouver. Donc j'ai des sites qui rapportent, bon, allez, 30. De toute façon, moi, je visais la stratégie globale. C'est un peu comme ce que j'aime beaucoup avec des mecs comme David Blackhat, que la communauté doit connaître. Moi, je vise plus comme avant. J'ai changé totalement de stratégie avec les années. C'est-à-dire que moi, j'avais 3, 4 sites, des gros sites, vraiment, qui j'ai capitalisé. Ils ont mis des années à se développer et ça a bien marché. Ça a très bien marché, mais l'effort est quand même très très compliqué et aujourd'hui encore plus qu'à mon époque. Donc ça, voilà, pour moi c'est plus quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. Donc j'ai basculé à l'inverse, c'est-à-dire trouver des petits sites qui vont rapporter 30, 50 euros par mois. Mais sauf qu'aujourd'hui,
par rapport à l'époque, on peut les scaler, on peut les cloner, les dupliquer. Donc, 30 euros par mois fois 100, bon, ça commence à être sympa, surtout que voilà, ça s'automatise assez facilement. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire ça. Et donc, dans les noms de domaine expirés, dans tous ceux que j'ai testés, donc c'est à peu près ça. C'est des sites qui vont me rapporter en lien sponsorisé. La plupart, c'est pour ça que je les ai faits, à peu près 50 euros par mois, entre 50 et 100. Mais il y en a certains qui ont vraiment bien, bien, bien marché. Et certains me rapportent 1000 euros par mois. 1000 euros Ok, par mois ok. entre les revenus pub et les liens sponsors. Et ça, et tous ces noms de domaine expirés, tous ceux que ce soit des sites qui rapportent 50 ou 1000, et voilà, tous ceux que j'ai, moi, c'est des noms de domaine que j'ai jamais acheté plus de 15 euros. D'accord, ouais. Moi, ça m'intriguait tout ça. Je me demandais, est-ce que faut mettre un certain budget, par exemple. Alors, bien sûr, si on prend un nom de domaine expiré, peut-être à 1000 euros, il va peut-être beaucoup mieux partir, mais sur des projets comme ça, c'est pas utile pour le coup, je pense. Surtout si tu veux Exactement. scaler. Exactement, c'est ça. Si tu veux partir sur la stratégie que moi j'avais avant, construire vraiment un gros site qui va vraiment avoir beaucoup de trafic, voilà, qui va cartonner, je pense qu'effectivement, il faut peut-être voir des noms de domaine un peu plus costauds, donc plus chers. Mais comme moi je suis parti sur la stratégie que j'ai expliquée de petits sites avec un petit revenu mais scalable, et ben là, on n'a pas besoin de chercher des noms de domaine de dingue, des noms de domaine expirés, voilà, entre 10, moi je les ai payés entre 10 et 15 euros. Voilà, la plupart c'est ça, hein, jamais plus. Ok, ok. Merci pour la réponse. Je pense que les auditeurs seront contents aussi d'avoir cette réponse, que ça doit répondre à pas mal de questions, mine de rien. Ouais, Oui, pour rajouter, c'est important parce qu'on a aussi des auditeurs qui se sont peut-être pas encore forcément lancés dans l'entrepreneuriat et voilà, message à eux aussi pour leur montrer aussi qu'il y a énormément de choix et de raisons qui peuvent vous amener à gagner de l'argent sur le web. exactement, exactement. Et encore une fois, tout dépend du projet en fait. Le, le nom de domaine qu'on va mettre en face doit être en adéquation avec l'ambition du projet. Ouais, complètement. Pour, des projets futurs, tu as quelque chose en préparation ou tu continues sur ta lancée, avec tes noms de domaine et tout? Je continue sur ma lancée. Je continue sur ma lancée. Déjà sur ma formation Automa, j'ai ce que je viens d'expliquer un petit peu là, les noms de domaine expirés. Ma méthodologie avec le temps, maintenant, j'ai une méthodologie qui tourne bien. Ça va faire partie des choses qui vont rejoindre ma formation. Donc, je vais développer des choses là-dessus. Pareil, les sites dont je parlais tout à l'heure, qui rapportent 1000 euros par mois à peu près, c'est des sites en fait d'actualité, mais 100% automatisés. Donc, il y a des articles qui sont publiés H24, et moi, je travaille jamais dessus. Donc ça, c'est pareil, c'est une méthodologie que je vais expliquer dans ma formation. Donc voilà, j'ai deux, trois comme ça, modules, chapitres, qui vont vraiment c'est pas en lien direct avec l'automatisation pure et dure, mais comme moi, je me suis servi de l'automatisation pour faire ces choses-là quand même, il y a des liens, et je pense qu'en fonction des retours que j'ai eu moi, de certaines personnes, ça pourrait vivement intéresser, donc je vais me pencher sur la création de ces modules pour aborder ces sujets-là. Et puis après, de mon côté, voilà, je vais continuer moi à développer ces modèles de sites je vais scaler. Voilà, mon but, ça va être de scaler de plus en plus ce genre de pattern, de sites, de modèles que j'ai fait. Donc, c'est-à-dire des sites d'actualité, maintenant j'en ai une dizaine, quinzaine. Demain, j'aimerais bien en avoir 50, 100, voilà, parce que la méthodologie, elle n'est pas compliquée. Le coût, il est ridicule. Le nom de domaine expiré, ça me coûte 15 euros. Le coût d'article OpenAI, ça doit me coûter 10 euros par mois par rapport au volume que je fais. Allez, on arrondit, je vous fais le tout à 30 euros. Ça me rapporte, selon les sites, entre 500 et 1000 euros par mois. Donc, Ouais, ouais, c'est très rentable. voilà, donc quand on veut entre un placement qui va rapporter 5% et ce genre de choses, je vais me concentrer sur ce genre de choses parce que c'est scalable en plus. Ah bah oui. Et du coup, quand tu dis que ça te revient à 10 euros, c'est que tu utilises du coup que l'API de 3,5 du coup? C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, en tout cas, j'utilise que l'API en 3.5 et ça suffit très bien parce que ma méthodologie n'implique pas d'avoir besoin d'un niveau de créativité dingue. Voilà, je me base sur de l'existant que je me réapproprie. Donc, GPT 3.5, franchement, pour ça, ça fait le job, mais largement, hein. Et ça doit représenter, sur un site, par site, je dois être à une trentaine d'articles par jour. Parce que c'est de l'actualité, hein, voilà, c'est de Oui, bien l'actualité. sûr. Donc, voilà.
Et sur l'ensemble des sites qui tournent avec cette méthodologie, je dois en avoir 4-5. 4-5 vraiment qui sont à fond là-dessus. Ça me coûte, ouais, ça doit être 30 euros, 30-35 € par mois de crédit OpenAI. Ouais, non, mais ça m'étonne pas parce que moi aussi, là, je fais la même chose. Je reformule pour un site e-commerce et il y a au moins 10 000 produits et je crois que ça va me revenir à 45 euros. Alors, c'est des fiches produits, donc c'est des textes courts, mais ça m'étonne pas que ça soit si peu les coûts. Donc non, c'est pour ça, quand tu mesures le ratio, le coût, l'investissement entre guillemets par rapport à ce que ça peut te rapporter derrière, bah, ça vaut largement le coup de tenter. Donc tout ça justement, je vais l'aborder dans ma formation pour dévoiler un petit peu, bah, ma méthodologie sur ces aspects-là. Ok, ok. D'accord, bah merci. Et est-ce qu'il y a t'as une personne qui t'a inspiré tout le long de ta vie, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pas spécialement non plus? Bah, oui, oui, si, bah, déjà mon frère, mon grand frère, parce que lui, bon, plus âgé, lui a été très, très peu dans le salariat. Rapidement, en fait, il s'est lancé à son compte et il a fait que être entrepreneur toute sa vie. Il l'est toujours aujourd'hui. Donc je pense que forcément, ça m'a un petit peu, soufflé à l'oreille de suivre un peu cet exemple. Et puis, bah, après, bah, disons qu'après, c'est des contre-exemples. C'est-à-dire que quand je voyais des potes, qui gagnaient pas grand-chose, mais qui travaillaient comme des dingues, moi je me disais, «Ça m'intéresse pas». Enfin, non, ils sont heureux comme ça et c'est super, il y a pas de souci. Chacun, le bonheur c'est très subjectif donc il y a pas de moi j'ai pas de problème avec ça, mais moi c'était pas ma définition de mon confort de vie que je visais. Donc j'ai eu des contre-exemples pour me dire: «Ah, je veux surtout pas faire ça». Donc voilà, je vais faire autre chose et puis après, c'est des personnes que j'ai pu rencontrer, dans mon parcours aussi, bon après c'est très, très récent. C'est on va dire depuis 2-3 ans, bah, j'ai découvert des gens comme, Romain Pirotte, des mecs comme ça, qui m'ont comment dire? Qui m'ont ouvert les chakras sur des façons, bah, sur comme on appelle ça le mindset, sur des façons de penser le web, comment gagner de l'argent avec des sites, la monétisation, enfin, les noms de domaine et cetera. Ça m'a fait découvrir en fait parce que j'avais pris sa première formation quand c'était vraiment Black Hat à fond et le côté Black Hat, ça m'avait beaucoup plu et je voyais très bien, comment l'exploiter et même le mélanger avec du white pour le SEO. Donc oui, des personnes comme ça, c'est des rebondissements en fait qui m'ont, je pense qu'en tout cas, ouais, les certaines choses que je fais aujourd'hui, bah, c'est des personnes comme ça. Donc j'évoquais tout à l'heure David Black Hat aussi, sur l'aspect, plutôt faire des petits sites qui rapportent peu, mais comme on les scale, bah, franchement, ça peut faire beaucoup à la fin. Ça, c'est un exemple. Lui, David Black Hat, autre exemple, c'est le fait de faire ça sur d'autres pays, dans d'autres langues. Ça, j'avais pas forcément exploité ça. Et effectivement, ça marche bien. Parce que là, j'ai pris un exemple d'un de mes sites d'actualité que j'ai lancé en français sur un nom de domaine expiré. J'ai pris le même nom de domaine, donc qui n'existait pas par exemple, en .de, l'Allemagne, en .es, Espagne, et cetera, et cetera. Et en fait, c'est juste, bah, des traductions de ma version française qui est basée sur un nom de domaine expiré. Et ben, ça fonctionne bien parce qu'il y a du trafic et donc il y a de la pub qui tombe aussi. Donc voilà, il y a eu quelques rencontres comme ça. Bon, tout ça, c'est très récent, hein. Là, David Black Hat et Romain Pirotte, on va dire, c'est dans un mouchoir de poche sur ces 2-3 dernières années. Mais avant, voilà, c'était ce que j'expliquais entre mon frère à l'époque et puis bah, des gens qui n'avaient pas forcément l'ambition que moi j'avais. Ça m'a aiguillé sur ce que je fais aujourd'hui. D'accord, d'accord, oui, bah, oui. Et est-ce que si, imagine, tu te verrais à 16 ans, est-ce que tu voudrais te dire quelque chose et si oui, qu'est-ce que tu dirais au toi de 16 ans? Je dirais que bah, faut moins douter, faut plus foncer, mais en ayant toujours un filet de sécurité pour pas faire n'importe quoi. Mais à 16 ans, c'est pas le cas. Donc tu vois, je te dis ça, mais même pas parce qu'à 16 ans, non, tu pas de femme, t'as pas d'enfant, enfin normalement, tu pas de responsabilité. Donc non, c'est fonce, fonce. Franchement, tu des rêves, t'as des idées, faut tester. Faut tester. La vie passe vite, voilà, le temps passe, et il faut essayer. Donc aujourd'hui, en tout cas, si j'avais 16 ans, j'aurais pas mis, des années à réussir sur le web. Genre, ça m'aurait en plus, comme c'est un domaine qui me passionne,
j'aurais pu m'y consacrer beaucoup plus que ça. Et voilà, je dirais, bah, faut garder un socle. 16 ans, à 16 ans quand même, faut garder un socle. Voilà, les études, un minimum pour assurer. On sait jamais si demain ça se casse la gueule. Moi, je suis pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. On sait jamais ce qui peut se passer. Donc, un filet de sécurité en termes de diplôme minimum, on sait jamais. Mais par contre, voilà, faut pas hésiter, faut pas avoir peur. Et autour de soi, les gens peuvent nous décourager parce que les gens ne connaissent pas, ne comprennent pas le modèle de l'entrepreneuriat. La plupart des gens autour de nous, on va pas se mentir, ce sont des salariés, 90%. Donc les patrons, ils sont blindés. Les patrons, c'est des cons. Mais les patrons, ils font vivre les salariés. Bref. Mais donc, c'est pas forcément bien vu. Mais il faut pas se décourager parce que vraiment, après, il faut avoir le mental pour, mais il faut croire. Si vraiment on a une passion et qu'on sent qu'on peut en faire un business, faut foncer tête baissée. Faut essayer parce que après, on aura des regrets et le regret, ça craint. Donc voilà. Assurez-vous quand même avec les études une base minimale en cas de problème plus tard. Peut-être que ça n'arrivera jamais, mais on ne sait jamais. Mais si vous avez des idées, des envies, des passions, foncez, testez. Et n'écoutez pas les gens autour de vous, parce que sinon, au minimum, ça va vous ralentir. Au pire, ça va vous arrêter. Et on est bien d'accord avec ça. Et petit aparté sur le fait que tu disais que justement les salariés vivent grâce au patron, et ça, il faudra le répéter des années, je pense, parce que les gens n'arrivent pas à entendre la vérité au final. Bah, disons que ça, en plus, c'est un problème, enfin, plutôt une vision franco-française, hein. Complètement, ouais. Dans les pays anglo-saxons, parce que du coup, bah, mon père est anglais, donc j'ai une culture anglo-saxonne, et je préfère d'ailleurs la culture anglo-saxonne que la culture française, mais j'adore mon pays quand même, la France, hein, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Bah, l'entrepreneuriat est perçu très différemment, c'est complètement l'inverse. Enfin, disons que les entrepreneurs sont admirés, c'est pas ce qu'on cherche, mais ils sont reconnus pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont construit. En France, c'est vrai qu'entrepreneur, bon, c'est pas forcément bien vu. C'est parce que c'est un pays bah, en même temps, parce que d'un côté, je fais une petite parenthèse, mais les patrons sont mal vus parce que la plupart des gens ne savent pas comment marche une entreprise, ce qu'il faut faire pour construire, pour réussir, ils sont à milieu de s'imaginer tout ce qu'il faut faire. Ils ne voient que patron de la boîte égale gros salaire égale cigare, le cul à Bali dans une Porsche ou je sais pas quoi. Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Et puis, quand bien même, si on y arrive, bah attends, on l'a mérité. Mais entre le départ et cette situation, il s'est passé beaucoup plus d'étapes que toi en tant que salarié, hein. C'est pas la même difficulté en face, hein. Mais bon, encore une fois, c'est difficile à faire entendre. Mais bon, petit à petit, les mentalités changent un petit peu, mais c'est très très lent. En tout cas, en France, ouais, c'est très compliqué de faire comprendre à son entourage qu'on va se lancer à son compte, parce que là, à son compte, ça veut dire, bah, si tu gagnes pas d'argent, bah oui, oui, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de fixe, tu gagnes pas d'argent, bah tu as zéro. Voilà, il y a des risques, il y a des risques, il y a des risques. Il faut prendre des risques. Donc après, voilà, si t'as le goût du risque, voilà, bah faut tester. Si après, tu es flippé à mort, bah, faut rester salarié, hein. Là, au moins, tu as une base solide, mais ce serait dommage de pas tenter l'aventure. Ou après, il faut faire comme moi. Pendant qu'on est salarié, avec les statuts d'auto-entrepreneur, par exemple, on peut tout à fait tester des choses. Et même si ça se casse la gueule, eh ben, on a notre salaire. C'est pas grave. Et, Ah, comme moi, bah, au bout d'un moment, bah, on se rend compte que le côté entrepreneur, ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Et si je m'y consacre à 100%, ça marchera encore mieux. Là, ok, là, on abandonne le côté salariat et on devient entrepreneur. Mais c'est vrai que ça, l'entourage, moi, je me souviens, hein, c'était. Ouais, ça faisait peur, hein. Ça faisait peur autour de moi. toi, justement, question d'entourage, on t'a beaucoup soutenu ou les gens justement comprenaient pas vraiment? Non, ça va. Franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre parce que mon frère, encore une fois, lui, il s'est lancé jeune dans cette aventure. Donc ma mère, ça lui a moins fait peur. Et puis comme je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, mais tout en gardant la sécurité du salarié à côté, ça va. J'ai fait ça de la façon la plus sécurisante pour moi et mon entourage possible. Puisque je me suis pas lancé, voilà, du jour au lendemain, j'ai pas dit: «Allez hop, je me lance entrepreneur, je sais pas où je vais».
Là, je me suis lancé vraiment quand je me suis lancé à mon compte, je savais où j'allais, ça tournait déjà très bien et ça il y avait pas de raison que ça s'arrête. Donc je me suis mis dans une situation confortable et rassurante pour les autres. Mais effectivement, mon frère, lui, quand il s'est lancé, lui, c'était plus, saut dans le vide, hein. Donc OK, ouais. là, autour de moi, c'était un peu, il y avait un peu plus de points d'interrogation, on va dire. Ouais, ouais, forcément, ouais. Tu parlais des passions, donc ton métier, c'est une passion. Tu as d'autres passions en dehors de ton métier? Oui, 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 bah, disons qu'à chaque fois, en plus, j'ai réussi à en faire un métier. J'ai plusieurs passions et j'ai réussi à en faire toutes des métiers et à gagner un minimum d'argent avec. Ce qui était pas le but au départ, hein, l'argent, mais c'est venu, voilà. Bah, donc le côté j'ai le côté geek, vraiment, l'informatique, la programmation, donc avec le web, vous l'avez compris, c'était l'une de mes principales passions et j'en vis aujourd'hui très bien. Mais j'avais aussi bah, la musique, puisque je l'ai fait en fin 90 quand j'avais 18-19 ans. Ouais, j'ai kiffé pendant un peu plus de 2 ans à faire ça. Après, j'ai aussi les jeux vidéo, côté geek toujours. Jeux vidéo depuis tout petit, j'adore les jeux vidéo. J'ai 46 ans, donc je le rappelle, j'y joue toujours aujourd'hui, tous les soirs, quasiment tous les soirs, je suis sur ma PlayStation, donc c'est cool. Et d'ailleurs, j'en ai fait un métier, puisque pendant presque 15 ans, parmi les sites que j'ai créés, et c'est d'ailleurs ma plus belle réussite, j'ai créé un magazine de jeux vidéo pour vraiment vivre le kiff à fond. Et c'était en 2005, ça s'appelait PS3 Live. C'était un an avant la sortie de la PlayStation 3. Et comme à l'époque, bah, il n'y a pas beaucoup de sites qui parlaient de cette console, beaucoup des consoles de la génération actuelle, mais pas de celle-là, je m'étais dit, tiens, en SEO, il y a un truc à faire. Et donc, bah, ça a bien marché, à tel point que j'étais tout seul, c'était un petit blog sans prétention. Et puis, bah, petit à petit, ça a grossi, ça a cartonné, et puis bah, je me suis mis à bosser avec tous les mecs Sony, Nintendo, Xbox, Electronic Arts, tous les acteurs majeurs du jeu vidéo. Bah, je suis devenu en relation avec eux. Et les consoles gratuites, les jeux gratuits, les voyages de presse, j'ai voyagé dans pas mal de pays grâce à ça, parce qu'on était invité sur des avant-premières, des fois à Los Angeles, à Boston, tout frais payé par les éditeurs de jeux. Donc cette passion, c'était un peu là, c'est devenu un rêve de gosse parce que j'ai réussi à passer de l'autre côté du miroir et en profiter, mais j'ai profité j'ai pu rencontrer pour ceux qui aiment le jeu vidéo, j'ai pu rencontrer des gens, bah, des légendes. J'ai pu rencontrer des mecs comme Hideo Kojima, comme le créateur de Gran Turismo, comme voilà, même des personnalités des acteurs connus qui jouent à des jeux vidéo, qui doublaient pardon, des jeux vidéo. Et donc, ouais, c'est un kiff incroyable. Autre passion, le catch. Alors ça, c'est le catch américain, WWE pour ceux à qui ça Oui. parle. Tout petit, ça passait sur Canal+ en clair, mais c'était vraiment il y a très très longtemps et j'adorais ça. Et puis bah ça c'était vraiment quand j'étais petit, donc pendant très longtemps, bah, ça a disparu des écrans, puis bah on n'avait pas internet, donc si ça passait pas à la télé, ça passait pas à la télé. Et puis bah vers 2007-2008, la TNT, la chaîne NT1, qui a changé de nom aujourd'hui, s'est remise à diffuser ça. Et là je suis retombé en enfance, comme un gamin. Ah, j'étais comme un ouf. Et je m'étais dit, bah tiens, jeux vidéo, j'ai fait un site. Catch, vas-y, je fais un site qui existe toujours aujourd'hui. Et pareil, ça m'a permis d'aller sur les spectacles de cette fédération quand elle passait en France. Toutes les dates, j'étais avec eux. Donc j'étais invité gratos. J'allais interviewer du coup des gens qui étaient pour moi des idoles dans ce domaine-là. J'allais les rencontrer, j'allais les interviewer. Les interviews, on les trouve encore aujourd'hui hein, sur Internet, hein. C'était un truc de ouf. Et puis, bah, dernière passion que je pratique toujours aujourd'hui, c'est le métier d'acteur. Le métier d'acteur, depuis tout petit, c'est un rêve de gosse. Mais bon, voilà, moi, je suis pas sur Paris, j'ai fait aucune école, je connais personne. Donc, autant dire que jusqu'à très très tard, je me suis dit, c'est même pas la peine d'essayer, et aucun moyen. Et puis, bah, plus ou moins par hasard, à l'âge de 37 ans, par le biais d'une annonce pour un petit truc, bah, j'ai commencé à mettre un pied dedans. Et ça m'a, bah là, rêve de gosse. J'ai commencé à kiffer ce genre de projet. Et puis, bah, de discussion en échange, j'ai pu avoir des projets de plus en plus importants, des rôles vraiment de plus en plus importants. Et aujourd'hui, voilà, c'est devenu un autre métier à part entière. Donc, encore une passion
que j'ai pu vraiment vivre à fond et que je vis toujours à fond. Et pour le kiff, t'es apparu dans des films français? Je suis apparu dans Chocolat avec Omar Sy, Ok, ok, dans, dans Taken 3 avec Liam Neeson, ok. dans Le Transporteur 4 et dans Valérian, La Cité des D'accord. Mille. Ouais, c'est quand même des gros projets, des super Ah films. oui, c'est des machines de dingue, hein. Ah, Mais attention, super. c'était vraiment à mes débuts et c'était des toutes petites apparitions dans le métier, ce qu'on appelle de la figuration ou de la Oui, silhouette. d'accord, ouais. Donc voilà, figuration, c'est vraiment le bas de l'échelle, t'es vraiment un pot de fleurs au fond, en flou. Tu sers juste à décorer en fait. Et après ta silhouette, où là par contre on te voit bien. Tu vois, t'es vraiment pas en gros plan, mais t'es dans un groupe restreint, on te voit bien. Donc selon les projets, c'était soit figurant, soit silhouette. Donc même si t'as pas forcément envie d'être acteur, tu te retrouves sur un plateau de tournage avec ton collègue, c'est Liam Neeson aujourd'hui. Tu sais pas où tu comprends pas ce qui t'arrive en fait. C'est un truc enfin, de barré. Ah, Donc je veux bien te c'est croire, hein. génial. Ah ouais, C'est j'imagine. incroyable. Et puis bah, une production comme Valérian, bon ça, malheureusement, ça a été un échec, mais moi le film perso, je l'ai trouvé divertissant. Ouais, moi aussi, je l'ai J'ai trouvé, pas compris c'est les critiques à ce point-là, vraiment. C'était pas justifié selon moi, mais en tout cas, c'était un film avec un budget énorme. Et quand tu arrives sur un plateau de tournage d'un truc comme ça, ah, mais laisse tomber, hein. T'as des, t'as 30 ou 40 maquilleuses, habilleuses. C'est une armée. Ouais, c'est C'est une une vraie armée. usine. Ouais. Pardon, je bois Non, il y a pas un de petit preuve. peu. Et tu comprends en fait pourquoi ça coûte des millions de dollars de faire un film, parce que sur une journée de tournage, t'as donc des dizaines de personnes, t'as du matos incroyable, t'as des décors, et puis sur une journée de tournage de 7-8 heures, à l'écran, ils vont garder à peu près 1 minute 30, 2 minutes. Ok, Sur 7-8 heures de tournage. c'est incroyable. ah oui. Donc un film qui dure 2 heures, bah après il suffit de faire le calcul, hein, c'est pour ça que des films, ça prend à peu près 3 mois à tourner. Et que ça coûte du coup des millions, parce qu'une journée de tournage, avec toutes les ressources que je viens d'exposer, ça doit coûter un pognon, mais de dingue. Sans compter le salaire des acteurs quand ils sont connus. Donc oui, quand on dit des budgets de 10, 50, 100 millions de dollars, oui, bah oui, 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 sur 3 mois, oui, je veux bien le croire, ouais. Ah bah oui, putain. Et ouais, plus après le montage vidéo en plus de ça. Et oui, toute la post-prod après. Surtout, bah, tu prends un film comme Valérian, c'est effets spéciaux à fond. Là, ouais, il y a une grosse partie du budget en post-prod. Ouais, bien sûr. Et du coup, ouais, tu as fait énormément de choses et tu as pu réaliser pas mal de rêves, avec ce que tu nous as raconté. Ouais. Et ce qui est assez contradictoire, j'ai l'impression, c'est que tu as l'air quand même focus à chaque fois sur une seule tâche à la fois. Et du coup, est-ce que tu as une routine ou quelque chose pour à faire autant de choses et que ça a pas l'air trop, ça a l'air vraiment organisé, mine de rien, comment tu le racontes? C'est très organisé. Et franchement, avec les années, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai réussi à trouver un rythme quotidien, un confort de vie qui me plaît bien. Enfin, c'est-à-dire que, en gros, mes journées, alors je travaille le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Le mercredi, j'ai une petite fille de 3 ans et je m'en occupe tous les mercredis. Et donc les lundis, mardi, mercredi, lundi, mardi, jeudi, vendredi, en gros, je travaille à peu près 4-5 heures par jour. Pas beaucoup plus. Et puis, bah, c'est selon voilà, ce que je dois faire ou ce que j'ai envie de faire. Des fois, bah, je vais peut-être pas bosser une après-midi, je bosserai plus le lendemain ou le soir ou le matin, peu importe. Donc non, j'ai un rythme qui me convient très bien, c'est cool, j'ai pas de contraintes, je m'impose pas de contraintes. Et mes clients, en ce qui concerne le côté freelance, mes clients sont ravis de mon travail, donc en plus, voilà, j'ai pas de raison de me mettre la pression. Mais après, tu vois, pour le côté, parce qu'aujourd'hui, les 2 casquettes sur lesquelles je jongle, avec lesquelles je jongle, c'est le web et le métier d'acteur. Mais comme je suis à mon compte, c'est pas un problème de m'organiser, parce que si demain j'ai besoin d'aller passer un casting, d'aller passer plusieurs jours sur un tournage, bah, de toute façon, je suis à mon compte, donc je n'ai de compte à rendre qu'à moi-même. Et donc, si j'ai besoin de prendre ce temps, je le prends. Il n'y a pas de problème, je le prends. Et quand bien même, si vraiment, malgré le temps que ça me prend, je dois finir un projet, je dois travailler sur quelque chose,
Il me faut juste un PC, une connexion internet. Donc, à la fin de ma journée de tournage, je peux très bien me mettre sur le PC et puis faire ce que j'ai à faire. Ouais, effectivement, c'est top. Je m'attendais quand tu nous parlais des jours de la semaine, je m'attendais à ce que tu nous dises, 10, 12 heures par jour, mais non, en fait, tu Je vraiment l'ai en fait, face. je l'ai fait pendant très très longtemps, attention, hein. Ouais, bien Je sûr. l'ai fait pendant très très longtemps, mais voilà, depuis quelques années, bah, en même temps, c'est aussi peut-être parce que voilà, là, je fais que, puis bah, aujourd'hui, je veux profiter différemment de la vie. Parce qu'aujourd'hui, bah, comme je vous le disais, du coup, je suis papa. Donc c'est aussi c'est une organisation, un temps. Ton temps est différent. Tu l'exploites différemment. Bien sûr. Donc après, mais après, je pourrais travailler. Attention, je pourrais travailler plus, je pourrais gagner plus, et je gagnais encore plus il y a pas si longtemps que ça. Mais si tu veux, au final, je me suis posé au bout d'un moment, je me suis dit maintenant, quand j'ai ralenti le rythme, que je suis arrivé à ce rythme que j'ai décrit de 4-5 heures par jour à peu près, je me suis dit, mais au final, voilà, je gagnais ça avant, je gagne un peu moins maintenant, mais en fait, je fais pas moins de resto avec ma femme, avec des potes, je pars pas moins en voyage. Bref, je me fais pas moins de plaisir qu'avant. Sauf que je bosse moins qu'avant. Donc, je kiffe plus la vie, quoi. Je me prends pas la tête à faire des journées de dingue comme je le faisais. Donc, si tu veux, bah, après, attention, c'est mon cas à moi. Je dis pas que c'est un cas qui peut s'appliquer à tout le monde, mais moi, en tout cas, je me suis trouvé un confort de vie qui me convient, ce que je gagne tous les mois, c'est largement suffisant pour mon rythme de vie familial avec mes amis. Et bah, donc c'est parfait. J'ai pas besoin d'en faire plus. Mais si demain, par contre, je sais que demain, si j'ai l'ambition de gagner plus pour X raisons, bah, je sais que bah, au lieu de bosser 4-5 heures, je vais bosser 7-8 heures, ou peut-être que je vais faire des semaines de dingue comme avant, pendant quelques temps de 10 heures par jour. Et ça va le faire. Puis je reviendrai à mon rythme précédent un petit peu plus tard. Mais voilà, aujourd'hui, c'est mon rythme et c'est suffisant par rapport à mon confort de vie. Voilà. OK, bon, c'est l'idéal en tout cas. Alors, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais une personne à nous recommander pour le prochains épisodes? En live comme ça, c'est un peu délicat. Si, bah, après si un gars que tu pourrais, interroger, c'est, Elliot Bobier. Je sais pas si D'accord. vous avez entendu parler, c'est un gars Ouais, qui moi, orga je vois qui c'est, lui. il organise d'ailleurs là dans ma ville, il le fait, tous les X années, un gros événement SEO, et je pense que, ouais, il pourrait être intéressant à interviewer parce il a la casquette marketing, SEO, business, bien business aussi. Donc je pense que ça peut être intéressant. D'accord, et après, pas forcément, tu sais, dans l'entrepreneuriat, on cherche aussi des fois à interviewer des acteurs, des sportifs, des chanteurs. Voilà, si tu avais une autre personne, Bah, après, ouais, après faut que je réfléchisse de mon côté, mais je pourrais vous mettre en contact avec, oui, avec d'autres personnes de d'autres métiers, de ces métiers-là. Je connais des réalisateurs, par exemple de cinéma, je connais, d'anciens sportifs de haut niveau. Hem, donc oui, oui, si c'est des domaines qui vous intéressent, faut juste que j'y réfléchisse un petit peu, que bien je sûr. me demande qui pourrait être intéressé par ce type de projet, et puis, bah, Ouais, je bah, reviendrai vers vous à ce moment-là. avec plaisir, ouais. Est-ce qu'on essaie un petit peu de diversifier pour pas interviewer, par D'accord. exemple, que des personnes du web? On va essayer vraiment d'aller dans tous les dans toutes les activités. Oui, c'est ça, et puis pour rappeler même pour les auditeurs, on aime bien toujours parler un petit peu de l'enfance à l'ascension de la personne qui a réussi dans son domaine, donc le sport, les films, la musique, même, Mmh. auteur de livres, toutes sortes de métiers qui, en tout cas, se rapprochent de l'entrepreneuriat, de la façon d'être, autodidacte. C'est toujours intéressant pour nous. OK, bah, écoutez, c'est noté, ça marche. Super. Comment les auditeurs peuvent te suivre, sur des réseaux, si tu as quelque chose, en particulier? Bah, sur les réseaux effectivement, sur Twitter. Pour le coup, bah, disons que j'ai Twitter pour le côté entrepreneuriat. C'est vraiment plus axé, là-dessus, et après j'ai Instagram aussi, mais là c'est vraiment le côté acteur. D'accord. Donc en même temps, on peut suivre, la casquette préférée en fonction des réseaux, et après je suis sur Facebook aussi, là ça mélange un peu les 2. D'accord, ouais. Eh ben, de toute façon, on n'hésitera pas à partager les liens dans la description. Ouais, ça marche. Est-ce que tu aurais un petit mot de fin justement pour, nos auditeurs?
Eh ben, déjà, merci pour l'invitation. C'était très sympa d'échanger avec vous. J'espère que ça inspirera d'autres personnes. Et c'est justement là-dessus que je vais terminer. C'est que moi-même, j'ai été inspiré durant mon parcours par des gens que j'ai entendus, des choses que j'ai lues. Et j'espère qu'à mon tour, eh bien, je pourrai en inspirer d'autres. Et que dans quelques années, ils se diront, bah tiens, voilà, il avait raison, je me rappelle de lui et c'est en partie grâce à lui que j'ai pu faire ça. Voilà, donc j'espère inspirer d'autres personnes pour leur réussite future. On espère aussi, et c'est le but justement du podcast. Merci à toi. Merci. Merci à vous. Salut. Salut. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. J'espère que l'épisode t'a plu et que ça t'a donné envie d'en savoir plus. N'oublie pas de partager ce podcast si tu l'as aimé et abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes. Rendez-vous lundi prochain dans le podcast Sans filtre.